Bien, on va commencer si vous voulez bien. Nous sommes en train de préparer dans ce projet un documentaire. Et pour l'instant, on a pris un peu de retard, donc il y aura des capsules vidéo et une explication, une présentation de ce projet. Ce projet porte sur la route de la télémédecine en Colombie et sur les pratiques de télémédecine en France. Il est financé dans le programme ECOS Nord, donc c'est un programme triennal. Il est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et en Colombie, il est financé par le ministère des Sciences. Donc, nous avons présenté ce projet ensemble avec le laboratoire Telesalud et j'ai élaboré donc cette présentation avec Natalia Osorio Ruiz, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui a participé activement et qui participe activement au projet. C'est une doctorante, future docteur à la fin du mois, qui est de nationalité colombienne, mais qui a fait donc son doctorat ici à Montpellier. On la verra de toute manière, on verra le... Et donc, l'idée, c'est vraiment la question de croisement de routes. Hein. Donc, c'est vraiment de vous expliciter cette rencontre entre un projet de télémédecine porté par un laboratoire colombien et un projet de recherche en sciences du langage qui porte sur les interactions médicales dans le domaine de la médecine soutenues par les technologies. Et donc, nous avons toute une série de projets qui portent sur le C15, sur les SAMU en France, sur la télémédecine dans la région Occitanie et aussi sur les environnements intelligents dans le traitement de la diétologie. Donc, voilà, enfin, c'est donc un écosystème dont ce projet fait partie. Et deux mots sur cette collaboration qui est née en 2017, donc parce que nous avons fait une formation à l'université de Manizales, là vous voyez la Colombie, on peut montrer un peu les distances, et dans cette ville qui s'appelle Manizales, qui est au centre de la Colombie. Et l'université, c'est l'université de Caldas à Manizales. C'est une université de l'État, publique. Et c'est une université donc, qui est très active et qui a ce laboratoire qui s'appelle Telesalud, qui a comme objectif la mise en place et le déploiement de technologies pour la santé. Voilà. Donc, c'est plutôt des ingénieurs et avec des équipes de médecins qui animent différentes activités, entre autres celle de la route de la télémédecine. Donc je vous expliquerai à peu près les tenants et les aboutissants. Je expliquerai d'abord le projet en tant que tel de télémédecine. Ensuite, je vous montrerai la connexion entre les deux équipes qui est très forte et aussi les objectifs de la recherche. Voilà, je tâcherai de faire en 3 points, en trois dimensions. Deux mots sur Manizales. Donc, je vous disais que c'est l'université de Caldas à Manizales. Caldas, c'est en effet le département qui vaut, je crois, plutôt des régions chez nous. En gros, il y a un gouverneur, donc il y a une administration tout à fait spécifique qui soutient d'ailleurs ce projet de la route de la télémédecine. Donc,
Et c'est extrêmement important aussi, et je le dis tout de suite parce que c'est extrêmement important pour moi, c'est que cette connexion avec la recherche avec la recherche internationale apporte un retentissement encore plus grand au processus, au projet. Et donc, c'est important aussi qu'on sache que la recherche n'est pas seulement aller prendre des corpus, etc., mais c'est aussi amplifier des actions, les rendre possibles, ainsi de suite. Et donc, nous avons commencé ce projet en 2021. C'est la deuxième année maintenant. Le projet dure 3 ans. Et donc, ce qui est important, c'est le financement des déplacements croisés entre les différentes équipes. Donc, ce qui coûte évidemment. Deux mots sur la ville de Manizales que vous voyez ici dans cette photographie, cette image. Ici à droite, pardon, si voilà. Ici à droite, vous voyez l'université. Pour vous dire, pour vous donner une ordre d'idée, Caldas a à peu près 450 000 habitants. Il y a 7 universités, dont 4 publiques et 3 privées. Pour vous donner une idée de la vitalité de cette ville, je l'ai dit, bon, je sais de ne pas être trop long, mais il me plaît de rappeler que c'est une ville post-coloniale, c'est-à-dire qu'elle est née en 1850, donc elle est née après la colonisation espagnole. Depuis 1850, il a été reconstruite 7 fois, 2 incendies et 5 tremblements de terre. Et aujourd'hui, il y a une école d'architecture qui est très très connue et c'est une ville d'architectes, au fond, dans le sens qu'elle est réfléchie en relation à l'environnement. Et donc, il y a 3 cordillères au centre de la Colombie et Manizales est posée sur la cordillère centrale. C'est là pour vous dire qu'il y a beaucoup de dénivelé déjà dans la ville. Et puis, il faut faire très attention quand vous regardez votre GPS et essayer de regarder aussi les dénivelés quand vous vous promenez dans la ville. C'est très important, ça. Et donc, c'est là pour vous dire aussi les difficultés que l'on peut avoir pour accéder à la ville, mais aussi pour que la santé aille vers les gens. Voilà. Donc, je dis l'essentiel ici. Oui. Voilà l'équipe de 2021. Vous avez à gauche Esteban Granadaguirre, qui est le directeur du labo Télésalut. Natalia Osorio Ruiz, qui est la doctorante de Montpellier, qui travaille dans ce projet, qui est donc, comme je le disais, sera bientôt docteur. Andrés Aristizabal, qui est le spécialiste, le chargé de vidéo, et Herman Parra, qui est le spécialiste et le leader de la pédagogie. Parce qu'il y a aussi d'autres volets dans les activités du laboratoire, bien entendu. Cette petite équipe est entourée de dizaines de médecins, elle est active en 11 pays d'Amérique latine, et donc elle est très, très active et très, très connue en Amérique latine. Bon, voilà. Là, je vous lance le premier clip vidéo qui porte sur la mission de l'année dernière, justement. Je ne sais pas si... Una misión que va a conocer nuestro servicio de medicina para ser con su gran compañía, servicial.
Voilà comme introduction générale. Maintenant, je voudrais vous parler de la question des déplacements, donc de l'équipe. Et vous pouvez voir dans ces images que parfois le cheminement, même en voiture, peut être compliqué parce qu'il y a donc moi je filme Andrés, mon collègue Andrés, qui est en train de filmer l'éboulement de terrain, ce qui nous a valu 4 ou 5 heures de plus de voyage, donc, parce que parfois il y a des éboulements qui bloquent complètement les routes. Et donc, c'est pour vous donner une idée du cheminement que l'on fait, des déplacements, comme vous voyez ici, par exemple, surtout dans les hameaux, je vous en parlerai un instant, on a l'obligation d'y aller à cheval, parce que déjà les voitures n'y arrivent pas. Donc, c'est des hameaux assez éloignés. Ici, vous verrez, vous le verrez à plusieurs reprises, je ne sais pas si vous voyez cette image. Là, c'est une antenne satellitaire qui est amenée par l'équipe à tout prix, donc parfois à dos de cheval. La, je vous la montre ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette antenne, c'est la première chose que l'équipe monte quand il arrive dans un endroit. Et il a une chaîne satellitaire dédiée qui permet d'avoir Internet partout, même où il n'y a pas où il n'y a pas de connexion. Ils peuvent avoir donc de la téléconsultation à partir de la ville de Manizales jusqu'à des hameaux plutôt distants. Vous me direz, oui, d'accord, mais et l'électricité alors? Ils ont mis en place un dispositif qui s'appelle Mi Doctor, qui est un dispositif autonome. Il a deux journées d'autonomie complète en électricité. Et donc, un membre de l'équipe peut sortir de la zone, recharger et ensuite ramener le dispositif de téléconsultation. D'accord? Donc, vous voyez un tout petit peu les problématiques. Là, je vous montre. Ah, j'ai été un peu de manière abrupte. Mais aussi une chose qui est assez intéressante de ces missions, c'est qu'avant la fin de la mission, il y a toujours quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent dans une zone un peu couverte, il y a déjà une fabrication de vidéos qui se fait pratiquement en temps réel. Cela est très important de pouvoir faire parler aussi, et parler, disons, de ces actions qui sont très importantes. Je t'en prie.
Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ben, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est à la fois se publiciser l'action sanitaire, donc en tant que telle, et il faut le faire savoir parce que, bon, évidemment, c'est de l'argent public hein, qui est engagé. Et d'autre part, comme je le disais un peu au début, le rôle de la recherche, c'est aussi d'amplifier la portée de ces projets, dans le sens que bah, chaque fois qu'on fait une mission, il y a par exemple une journée de presse. Et donc, on parle avec la presse de ces projets, etc. Donc, nous, on est un peu trop discret, je trouve. Je pense qu'on devrait plus mettre l'accent sur ce type de choses et ne pas attendre, évidemment, le temps de la recherche. Nous travaillons sur le corpus de 2021 et nous travaillons, comme vous, tu sais, comme vous le savez, qu'on travaille très doucement j'en dirais un mot tout à l'heure. Mais donc, c'est important aussi se caler sur, ne pas dire n'importe quoi, évidemment, mais se caler sur des périodicités peut-être un peu différentes de celles auxquelles nous sommes habitués, qui sont de toute manière trop longues, de toute manière. Et là, je voulais vous montrer ces deux images parce qu'elles me semblent assez intéressantes pour vous montrer le type de lieu d'intervention. À votre droite, vous avez un hameau où il n'y a aucune structure sanitaire. Et à votre gauche, vous avez donc un hôpital de niveau 1, c'est-à-dire un hôpital généraliste qui permet ensuite d'envoyer, par exemple, les personnes à la capitale, à Manizales, pour des visites spécialisées. Et donc, l'idée, la philosophie générale de ce dispositif, c'est de se déplacer, d'aller vers les gens. Donc, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, et pas seulement en Amérique du Sud. Je pense que la problématique est aussi, d'une certaine manière, toute proportion gardée, est aussi sensible en Europe, parce que nous avons des zones blanches en plein centre des villes, dans des départements très urbanisés, etc. etc. Donc, il y a eu un mouvement, je ne vais pas trop développer sur cet aspect, il y a eu un développement de l'hôpital qui s'est recentré sur des bastions, sur des châteaux dans lesquels c'était important de développer, par exemple, des technologies coûteuses, de centraliser les spécialités, les spécialistes, etc. Maintenant, je crois que nous assistons à un processus un peu de modification de ce processus. Et de plus en plus, la santé va être obligée à aller à la distance, aller vers les zones, disons, blanches sanitaires, les zones périphériques, mais pas seulement. Ici, par exemple, nous suivons un projet au cœur de ville d'Agde, par exemple, de téléconsultation. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce centre-ville d'Agde est, euh, est une zone blanche sanitaire. Bien. Donc, vous voyez derrière Esteban Granada, vous voyez toujours la parabole satellitaire et vous la voyez aussi ici. Et donc, vous voyez un tout petit peu cet objet qui est un peu l'objet emblématique et symbolique et très utile parfois parce que il permet de toute manière la téléconsultation partout en Colombie. Bien. Encore une petite vidéo, si vous me permettez, toujours faite par les collègues de Télésalud.
C'est sous-titré aussi, et ces sous-titres ont été faits par Natalia Osorio-Ruiz. ¿Sabías que una persona de campo puede hacer travesías en caballo, jeep y chío por horas o tal vez días para acceder a la atención médica? Esto te ayudará a hacer cambios de servicios a la población que vive en las zonas más alejadas y remotas de este territorio nacional, evitando costos y desplazamientos para los pacientes. Comenzar a notar y otros mejorar sus vidas a través de. Voilà, très simplement, on explique ce processus. Au fond, c'est cette idée de déplacement, en moins de certaines fonctions technologiques, mais aussi de médecins. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, je pense qu'il est bon de réfléchir la téléconsultation comme une téléconsultation digitale, c'est-à-dire physique et digitale en même temps. C'est-à-dire que, et c'est là que nous rentrons aussi, parce que bon, c'est un très beau projet qui existerait sans nous, bien sûr, mais nous rentrons dans l'idée que la médiation est extrêmement importante. Pourquoi elle est importante? La médiation, elle est importante au niveau médical, au niveau organisationnel et aussi au niveau de populations que parfois sont plutôt âgées, donc qui ont des difficultés liées à l'âge, justement. Mais quelque chose que je voudrais dire, c'est quand je dis ça, c'est pas pour du misérabilisme, parce que je n'ai pas rencontré, par exemple, une difficulté vis-à-vis de dispositifs complexes, hein, technologiques complexes, comme ceux que vous voyez ici. C'est-à-dire, de la part des patients, il n'y a pas une peur, une réticence, etc. Donc, on retrouve finalement les mêmes problèmes, les mêmes mécanismes de l'interaction médecin-patient que nous avons étudiés par ailleurs. Et donc, quelque chose d'extrêmement important et quelque chose qui est le contre-argument quand on vous parlait à un médecin contre, ils ne sont pas très enthousiasmés, bien sûr, et ça je le comprends, et on n'est pas des fous furieux de technologie, mais le premier contre-argument, c'est je ne peux pas accéder, je n'ai pas accès aux patients. Selon les spécialités, évidemment, c'est plus ou moins sensible cela. Et notamment parce que, si vous voyez ici et dans les images suivantes, il y a besoin d'un accès physique au corps du patient, c'est-à-dire qu'il faut évidemment pouvoir faire toute une série d'opérations qui transforment finalement le corps du patient en objet de l'enquête médicale. Tu voulais intervenir, Lucie? Excuse-moi, je t'ai pas... Ok. Je te remercie parce que c'est une occasion pour spécifier désormais le nom de ce projet, c'est Telecare. Hein? Donc, vous savez que ce terme, ça s'est traduit un peu mal en français, attention vers autrui, disons, grosso modo, mais ce qui n'empêche pas qu'il y ait une attention très forte. Et donc, Telecare, dans nos recherches, a plusieurs significations. D'une part, la question que nous reprenons de Science Technology Studies, qui est la suivante. L'interaction médicale n'est pas seulement l'interaction médecin-patient. C'est aussi toute une série d'interactions
avec du personnel médical, bien sûr, de différents corps de métier, mais aussi une attention que nous devons porter à l'interaction vers des médiateurs sociaux. Par exemple, dans les hameaux, les interventions réussissent parce qu'il y a des leaders sociaux qui publicisent la venue de l'équipe de Télésalut. Mais sans aller très loin, à Perpignan, par exemple, nous collaborons avec l'association qui s'appelle Le Fil Métissé, que Nathalie connaît très bien. Elle est très bien connue et ils sont très admiratifs vis-à-vis de Nathalie. Et cette association fait de la médiation sociale au sens large, mais aussi avec le système hospitalier de Perpignan, avec les populations gitanes du cœur de ville de Perpignan. Donc le quartier Saint-Jacques, par exemple, qui est le quartier le plus pauvre de France. Et donc, toutes ces médiations, c'est aussi du care. D'accord? Donc, on ne peut pas s'arrêter, et je le dirais aussi autrement, cette idée, on ne peut pas s'arrêter à la question de l'interaction médecin-patient. Ça reste évidemment le noyau central, ça aucun doute, mais il y a avant et après toute une série d'actions qui sont faites et qui sont nécessaires et qui participent à l'acte médical. D'accord? Ça, c'est la première, ça, c'est une forme de médiation qu'on met volontiers dans le terme de télécare. Il y a une autre médiation aussi, que c'est la médiation technologique, dans le sens que l'interaction médecin-patient, les interactions dont je viens de parler actuellement, ne sont pas dans le vide, ne sont pas seulement verbales. Elles sont vocales, elles sont aussi gestuelles, visuelles, etc. Et donc, on doit, dans des situations de ce type, regarder un tout petit peu, on approche vers les données telles que nous les fabriquons, que les construisons. Vous voyez qu'ici, les aspects visuels sont tenus en compte. À droite, vous avez le médecin interne, le médecin spécialiste, donc qui est à Manizales. Vous avez deux vues de la patiente et de l'accompagnatrice, et vous avez le médecin généraliste qui est sur place, encore l'idée du digital. Donc, médiation aussi technologique, aussi bien le téléphone que la vidéocommunication, mais prise en compte dans les analyses. Et je vous montrerai un tout petit peu comment cette intersection va se faire. Une chose, donc, je veux dire ça, et puis, bon, évidemment, care dans le sens d'attention pour les populations vulnérables, notamment pendant et dans ces périodes semi-post-pandémiques que certains appellent syndémiques, justement, parce que l'idée, c'est des conséquences terribles que la pandémie a eues, surtout sur les populations vulnérables. Et donc, ce type je ne l'ai pas dit au début, ces types d'actions sont importantes aussi pour bloquer les gens. Non seulement ils ont déjà de difficultés à aller vers la ville pour des questions, vous avez vu des difficultés de déplacement, de coût aussi du déplacement qui est important pour certaines populations, mais aussi ce projet vise à bloquer les gens dans leurs endroits, à ne pas circuler, à ne pas donc être vecteur de ce virus que nous connaissons comme hyperscalaire et hyperspatial, comme nous apprennent les géographes. Je voudrais juste, pour terminer sur cette question du care et du processus long médical, vous montrer un autre objet, un autre dispositif fétiche pour
pour les collègues de Télésalud, c'est l'imprimante. Hein, tout bête, mais ils voyagent avec une imprimante. Pourquoi? Parce que la photocopieuse peut être dans les villages à 10 km, peut ne pas marcher. Et sans photocopie, pas d'accord de la mutuelle pour la suite de l'action médicale. C'est-à-dire que l'absence d'une photocopieuse ou d'une imprimante peut bloquer l'action médicale. D'accord? Et aussi, je vous montre, et je fais la transition vers les dispositifs de recherche. Euh, je vous montre ici, par exemple, l'un des membres de, est-ce que vous le voyez là, voilà, l'image en bas à gauche, il est en train de donner l'ordonnance, il donne aussi le dossier médical et il explique aussi, c'est-à-dire qu'il y a une autre forme de médiation, une post-médiation si vous voulez, à la sortie de la téléconsultation, qui est faite à la fois par le médecin généraliste, mais aussi par les membres de l'équipe. Au moment où on fait attendre le patient qui est déjà passé en consultation, on lui donne le dossier médical et l'ordonnance, et on en profite aussi pour voir s'il y a encore des doutes, de réticences, de difficultés d'interprétation de ce qui va être la suite à donner à l'acte médical. Ici, vous voyez Natalia Osorio-Ruiz dans ces cercles, et donc le chef, le responsable de Télésalud m'a maudit parce que Natalia, non seulement s'est intégrée très bien dans leur équipe, mais elle a trouvé une fonction qui n'était pas couverte. Et donc, pourquoi Esteban m'a maudit? Ben parce qu'il doit dépenser encore de l'argent pour couvrir cette fonction-là, donc, qui n'était pas couverte. C'était quoi? Ben, tout simplement, Natalia reçoit, quand elle est là, évidemment, quand elle est là-bas, reçoit les patients qui doivent passer la consultation et donc il les interroge, ce qui nous fait à la fois une connaissance médicale, donc parfois il y a des gens qui lui disent bah, je viens, j'ai un trajet de 10 heures pour venir au centre hospitalier, des choses de ce type. Donc il les connaît, il avance un tout petit peu et donc ça nous sert aussi après pour reprendre les enregistrements, pour sélectionner les enregistrements que nous faisons. Là, dans la deuxième, vous la voyez qu'il introduit le patient dans le cabinet de téléconsultation. Une chose que je vous fais remarquer, c'est aussi que la prise de vue implique aussi le lit, parce que s'il y a manipulation du patient, nous, on veut voir, d'accord? Ça fait partie de l'interaction, donc je viens tout doucement au dispositif d'interaction. Et puis, vous voyez ici sur la droite, par exemple, vous voyez Natalia qui contrôle les dispositifs et nous avons testé plusieurs dispositifs. Ici, on était avec 3 prises de vue, une ici, une sur l'ordinateur et une celle qui est la prise de vue de l'image. Nous avons réduit ça à deux prises de vue. Bien, donc voilà un tout petit peu la transition. 2 mots aussi pour vous dire que finalement c'est une ethnographie immersive qui a été pratiquée par Natalia, dans le sens que là a participé de plein gré, de plein droit à l'activité elle-même. Donc elle a pu voir et nous avons pu voir des problèmes qui nous auraient échappé si on avait fait que l'enregistrement. Une autre petite vidéo pour clore cette phase. Existen grandes dificultades en acciones bien, muchas veces debemos tratarse con tareas difíciles para los especialistas. Traslados demorados, difíciles y costosos. Otros no han tenido esa posibilidad. Y han tenido sus enfermedades. La pandemia por coronavirus ha iniciado ahora
En este momento lo que estamos realizando es un tratamiento con las válvulas del departamento de Italia, conectando a los pacientes con tecnología de punta, desarrollada por Telesalud y cumpliendo las promesas del trabajo. Andar bien, por su gran labor, ya que me está invitando esa familia al centro a exponer solamente tener una oportunidad para que ellos yo no me imaginaba que les saliera tan poquito a casa. Muchas gracias a Telesalud por programar la hora. Nuestros servicios no tienen ningún costo para la comunidad y son financiados gracias a Telesalud. Bien. Juste deux points sur cette dernière vidéo. Une, c'est que vous avez vu le dispositif donc complètement autonome qui s'appelle MiDoc et qui peut fonctionner donc plusieurs jours en complète autonomie. Autre chose aussi que je n'ai pas dite mais que vous avez sûrement comprise, c'est que c'est une région caféière et la cueillette se fait à la main. Et cette population aussi, elle est migrante, dans le sens que le café se cueille toute l'année, mais il y a de septembre à novembre une saison plus pluvieuse que habituellement, et donc c'est le pic de la production du café. Et cette population va du sud vers le nord, donc dans l'année, pour cueillir le café. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais vous parler de la... Pardon, non. Voilà. Je voudrais parler du dispositif de recherche maintenant. Regardez cette belle photo qu'Andrés a faite. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment ce dispositif s'est intégré dans la situation. Je vous le montre un peu mieux dans les prochaines, surtout celle-ci, j'aimerais bien, après je reviens sur. Et cette image, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment symbolique pour moi, parce que c'est en regardant nos premières vidéos qu'on s'est rendu compte
qu'il n'y avait pas assez de lumière sur la téléconsultation et ça empêchait une bonne vidéocommunication. Mais ça bousillait aussi nos données. Et donc, la question de l'anneau, pardon, excusez-moi, de l'anneau de lumière a permis de donner plus de lumière, donc d'améliorer nos données, mais aussi le confort des patients et surtout du médecin à distance qui pouvait mieux voir. Et le micro, c'est la même chose, la circulation du son. Et on remarque que les médecins ont une anticipation sur des difficultés de son parce que parfois c'est des personnes, c'est souvent des personnes âgées et donc ils ont tendance à tenir un volume un peu haut justement pour s'assurer que, d'où aussi l'importance de la médiation. Je vous montrerai quelques exemples si on a 10 minutes encore. Je voudrais vous montrer quelques exemples dans lesquels la médiation est très importante. Au fond, le problème, c'est assurer l'intercompréhension dans l'interaction, comme partout. Et ici, avec un dispositif qui fonctionne assez bien, mais qui peut parfois avoir des interférences. Et donc, vous voyez un peu les différents points de vue. Donc, nos tests que nous avons faits, justement, et l'idée d'essayer d'avoir, autant que faire se peut, le plus de cadres de participation possible, pas seulement les personnes, mais aussi les objets mobilisables dans l'interaction. Et donc, vous voyez un tout petit peu ici les différentes prises que nous avons et surtout on a essayé comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas faire sortir du cadre les manipulations du corps du patient. Voilà. Et là, il y a une petite... Et donc, ici, vous pouvez voir quelques éléments intéressants sans rentrer dans l'analyse. D'abord, il y a eu une perturbation technologique, c'était un appel entrant sur le dispositif du médecin. D'autre part, on voit aussi son enquête sur l'état actuel de la santé du patient, mais aussi sa résistance vis-à-vis notamment d'un médicament qu'elle ne prend pas parce que ça la tue. Et donc, il y a résistance vis-à-vis comment dire, des prescriptions précédentes. Et donc, il y a une adaptation, il y a une enquête qui est faite et une adaptation. Et donc, c'est ce type de choses que nous travaillons dans l'interaction. Et par exemple, on a donné des préconisations pour l'apprentissage, pour la médiation justement
de ces dispositifs dans ces problématiques-là. Une autre chose aussi que je voulais dire pardon. Voilà. Une autre chose que je voulais dire aussi, c'est que le dispositif de recherche n'est pas seulement lié à la téléconsultation, bien sûr, il est centré sur ça, mais aussi nous avons eu des entretiens avec les médecins de l'équipe, avec les membres de l'équipe, et nous avons aussi des entretiens ethnographiques qui nous mènent à avoir un corpus que nous sommes en train d'enrichir de différentes manières. Par exemple, ici, dans la pré-enquête, il y a une interaction que nous sommes en train d'analyser avec Natalia Osorio sur le démarrage d'une téléconsultation, et ce qui est assez difficile parfois de centrer, focaliser l'attention. Et ici, vous avez les transcriptions que nous faisons. Ici, c'est seulement en espagnol. Mais nous plaçons les images exactement au bon point de la transcription. D'accord? Donc, des façons d'enrichir, par exemple, comme celle-là aussi, c'est le split screen, c'est-à-dire que les images sont montées de la même manière, les deux points de vue sont montés de manière synchrone sur les deux points de vue. D'accord? Donc, nous essayons d'avoir non seulement ce corpus qui est très, très vaste, mais aussi de l'enrichir, c'est-à-dire d'avoir un peu comme dans les travaux de Charles Goodwin, nous essayons non seulement de donner la transcription la plus détaillée possible, mais aussi d'enrichir avec des images, étant donné que l'analyse doit être non seulement verbale, mais vocale et aussi visuelle. Donc, les éléments du corps, les objets, peuvent être pertinents dans l'interaction et dans la médiation. Donc, l'objet que nous essayons de véhiculer vis-à-vis des financeurs, par exemple, de ce projet. Pour terminer, juste un petit passage sur lequel nous sommes en train de travailler et qui intéressera les analystes du discours et les spécialistes des connecteurs surtout. Et ça, c'est pas sous-titré, je suis désolé, mais c'est intéressant parce que c'est le moment dans lequel le médecin distant contrôle la compréhension de la patiente. Et donc, il va faire un certain nombre d'actions de contrôle. Il utilise un terme qui est très spécifique du centre de la Colombie, que c'est liste, qui correspond à peu près à OK, hein, que dans le placement en français, mais qui est vraiment particulier et que nous sommes en train d'analyser ces occurrences et ça semble assez intéressant. Donc, pour dire aussi que ça peut être, ces données peuvent être aussi interlinguistiques, cross-linguistiques, et
est intéressé, non seulement les analystes de la conversation, les linguistes interactionnels, mais aussi les analystes du discours et pourquoi pas les anthropologues et d'autres disciplines. En tout cas, ici, vous voyez un autre enrichissement qui est la question de présenter la transcription à la fois en espagnol. Donc là, vous voyez que c'est numéroté seulement le passage qui a été produit. Vous avez la transcription et vous avez aussi des éléments visuels qui sont notés. Bon, j'ai à peu près terminé cette présentation. Je peux vous dire qu'il y a 66 heures d'enregistrement seulement dans la campagne 2021. Donc, on, on fait appel aux hispanophones de bonne volonté. Et aussi, bon, je pense que ça serait important pour nous, étant donné que le programme ne le prévoit pas, mais la valorisation de ce corpus, et comme je vous disais, je tiens beaucoup à son enrichissement, à son exploitation interdisciplinaire. Vous voyez, donc, qui est très important. Voilà les personnes qui ont bénéficié de ce programme, de cette et c'est toujours extrêmement intéressant parce que, bon, entre autres activités, il y a aussi la distribution d'éléments, par exemple, de lunettes, et aussi comment dire, des denrées alimentaires. La pandémie a fait élever de 10% la pauvreté en Colombie. D'accord? Donc, c'est des 10 points en pourcentage que le seuil de pauvreté s'est élargi par la population intéressée par ce phénomène a été touchée donc à la hauteur de 10%. Voilà, j'ai terminé avec une petite image d'un webinaire qu'on avait fait à la MSH Sud avec Esteban. Et si vous voulez en savoir plus, voilà, il y a une journée d'études en présence c'est le moment de la pub, c'est une journée d'études en présence donc des collègues colombiens et que j'ai voulu inscrire un peu dans l'écosystème des recherches qui sont menées à l'humain autour du télécare finalement et donc de la télémédecine. Voilà, merci pour votre attention. Toutes les questions sont bienvenues, bien sûr, et puis je ne voudrais pas prendre trop de temps pour mes collègues, mais je t'en prie, Lucie. Non, c'est le 26, c'est ça. Le 18, c'est l'analyse du discours, c'est discours, interaction, multimodalité. Et on est en train de monter un numéro de revue, le carnet de ce discours. Et donc là, ça sera plutôt en forme workshop, disons, hein, voilà. Et ça sera plus grand public, plus le 26. Donc ici même, on a. Et aussi, si vous connaissez des hispanophones qui ont besoin d'une consultation psychologique, latino-américain ou colombien, peu importe, le 24 et le 25, nous avons réservé 2 espaces pour faire une sorte d'expérimentation de téléconsultation, donc avec des médecins en Colombie, bonjour, des médecins en Colombie et des patients ici, donc dans le cadre de ce projet Ecos Nord, disons, voilà. Merci pour votre attention. Et je te laisse là la place. Pardon, Ah mince, j'ai pas fait les choses comme il fallait. J'espère. Est-ce que je peux.